Je croyais que le dévouement finirait par être récompensé, jusqu'au jour où j'ai ouvert ce vieux dossier de documents. Cet après-midi-là, je me suis arrêté chez mes parents à Salem, dans l'Oregon, comme je le faisais chaque week-end. Ma mère, Denise, n'était pas douée en technologie, alors je l'aidais souvent à vérifier ses factures, à organiser ses papiers fiscaux et à numériser des documents importants. Cette maison en briques rouges à 2 étages, celle que j'avais passé près d'une décennie à soutenir financièrement et à rénover tuile par tuile, me semblait comme une deuxième maison. « Peux-tu jeter un œil à ça pour moi » dit-elle en me tendant une pile de papier en désordre avant de retourner vers ses orchidées dans le jardin. Je me suis assis à la table à manger, passant au crible la pile jusqu'à ce que mes yeux se posent sur une épaisse enveloppe de couleur crème étiquetée en gras, plan successoral et testament. J'ai hésité. Non pas par curiosité, du moins c'est ce que je me disais, mais parce que je voulais m'assurer que tout était en ordre. J'ai toujours été celui qui s'inquiétait de ce genre de choses, celui qui empêchait la famille de s'effondrer. Mais alors que je feuilletais la page de répartition des actifs, j'ai ressenti une forte pression dans ma poitrine. Tout, et je dis bien tout, que possédaient mes parents à la maison, plus de 450 000 $ d'économie, le nouveau SUV, même l'alliance de maman était clairement déclarée destinée à Samantha, à ma sœur cadette et à moi. Pas un mot, pas une seule mention au-delà de la phrase vague « Nous aimons nos 2 filles ». J'ai serré le papier, mes jointures devenant blanches. Chaque souvenir d'avoir travaillé 2 emplois pour aider à payer leur hypothèque, de conduire à travers des tempêtes de neige pour livrer les médicaments de maman, de réparer la plomberie, de remplacer les bardeaux, chacun d'eux avait l'impression d'avoir été giflé hors de l'existence par cette phrase froidement imprimée. J'ai entendu ma mère rentrer dans la maison, c'est pas léger derrière moi. « Anna, as-tu trouvé la déclaration ?» Je me levai, testament en main, et me retournai. Ma voix était calme d'un calme troublant. « Maman, est-ce réel ?» Elle se figea, ses yeux fixant le papier que je tenais à la main. « Oh, Anna. Qu'est-ce que cela signifie ?» Je l'ai coupé, la gorge serrée mais chaque mot tranchant. Une vie passée à prendre soin de toi et de papa, et je suis radié comme si je n'avais jamais existé. Mon père, Richard, arrivait du salon à ce moment-là, une tasse de café à la main. Il le posa avec un soupir, comme s'il s'apprêtait à commenter la météo. « Tu n'as pas besoin de réagir comme ça, Anna. Tu vas bien. » Samantha, elle est encore en train de comprendre les choses. J'ai laissé échapper un rire sans humour et sec. Vous comprenez les choses ? Elle a 30 ans. Elle change de travail tous les 3 mois, vit de YouTube et ne peut pas payer sa propre facture de téléphone. Je suis celle qui a payé votre hypothèque ces 3 dernières années, celle qui a réparé le toit l'hiver dernier, celle qui a empêché cette maison de s'effondrer, dollar par dollar. Ma mère s'est avancée et a posé une main sur la mienne comme si cela pouvait me calmer. N'y pense pas trop. Je voulais juste que ta sœur se sente en sécurité. J'ai retiré ma main, j'ai légèrement hoché la tête, le regard glacial. Sécurisé. Et moi, le seul à avoir gardé cet endroit debout toutes ces années ? Ils n'ont rien dit. J'ai remis le testament sur la table comme si je rendais une déclaration de guerre. Merci de m'avoir montré où j'en suis vraiment. Je me dirigeais vers la porte sans me retourner. Personne n'a appelé derrière moi. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti blessé. Je me sentais juste vide. Une sorte de vide calme et creux qui me glaça jusqu'aux os. Je ne suis jamais retourné dans cette maison après avoir découvert le testament. 2 semaines se sont écoulées en silence. Pas d'appel, pas de message, comme si je n'avais jamais existé dans leur monde. Je me suis dit que s'ils avaient ne serait-ce qu'un soupçon de conscience, ils me tendraient la main. Mais au lieu d'excuses ou d'explications, j'ai reçu un message de papa, « Anna, l'hypothèque de ce mois est due. Pouvez-vous la transférer bientôt ? La date limite est vendredi. » Je restais assis, figé, regardant le message avec incrédulité. Une partie de moi a failli rire. Aucune mention de ce qui s'est passé, aucune demande si j'allais bien, juste une demande, comme si j'étais leur guichet automatique par défaut. J'ai tapé chaque mot comme de la glace. Je pense que Samantha peut gérer ça. Cette maison est à elle maintenant, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai posé mon téléphone et je n'ai pas attendu de réponse. 10 minutes plus tard, l'écran s'est rallumé. Cette fois, c'était le maman. Anna, ne fais pas ça. Nous devons parler. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas triste. Je n'étais même plus en colère.
Juste une sorte de clarté impitoyable avait remplacé chaque espoir fragile que j'avais autrefois. Pendant des années, j'ai cru que mes sacrifices seraient reconnus. J'avais tort et je n'avais plus aucun intérêt à jouer au sauveur. 3 jours plus tard, le message suivant arriva de Samantha. Tu réagis de manière excessive. Maman et papa ne le pensaient pas comme ça. Tu as toujours été indépendant, et je ne le suis tout simplement pas. Tu le sais. J'ai tapé lentement, chaque mot traversant le faux masque de ma sœur. Alors prouvez que vous méritez ce qu'on vous a donné. Commencez par payer l'hypothèque. Aucune réponse. Une autre semaine s'est écoulée dans le silence jusqu'à ce qu'un lundi matin, alors que je sirotais un café dans ma cuisine, mon téléphone sonnait avec une demande de transfert exactement de $1900 de ma mère. Pas de message, juste une demande froide de retrait, aussi dénuée d'émotion que la façon dont il m'avait exclu de tout. J'ai refusé sans une seconde d'hésitation. Quelques minutes plus tard, le téléphone sonna. C'était maman. Je l'ai laissé sonner jusqu'au 4e buzzer, puis j'ai décliné l'appel. Un message a suivi immédiatement. Anna, je sais que tu l'as vu. Pourquoi as-tu refusé? J'ai fermé les yeux, pris une profonde inspiration et répondu, parce que ce n'est plus ma responsabilité. Demandez à Samantha. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'avoir le contrôle. Ce n'était pas moi qui cherchais à réparer les fissures que je n'avais pas créées. Je ne sacrifiais pas toute ma jeunesse pour réparer les échecs des autres. 3 jours plus tard, Samantha a de nouveau envoyé un SMS. Tu es tellement égoïste. N'as-tu pas toujours dit que la famille passait en premier? J'ai relu ce message encore et encore. Famille? La famille dont elle parlait était la même qui me traitait comme un étranger, comme un portefeuille ambulant. J'ai répondu par une phrase, la famille est une question d'équité et de respect, on ne se sert pas de quelqu'un jusqu'à ce qu'il ne soit plus utile. Après cela, il n'y a plus eu de message. Le silence s'installait sur tout. Mais cette fois, je ne me sentais pas seul. C'était comme un soulagement. Une libération d'un fardeau que je portais depuis trop longtemps. Mais au fond, je savais que ce silence n'était qu'un début. Parce qu'il reviendrait. Quand personne d'autre ne voulait l'aider, quand la maison risquait d'être saisie, quand Samantha avec tout cet héritage ne savait toujours pas comment payer une facture à temps. Et quand ce moment viendrait, je serais prêt, non pas à les sauver, mais à leur montrer que je n'étais plus celui qui se sacrifierait sans même un merci. Le message suivant de Samantha est arrivé vers minuit, alors que j'étais à mi-chemin d'un roman historique et que je sirotais du thé chaud. Le téléphone s'est allumé et je n'ai même pas eu besoin de l'ouvrir pour deviner la tonalité. Vous exagérez de manière disproportionnée. J'ai fait défiler et j'ai continué à lire. Tout le monde est déjà stressé. Pourquoi choisissez-vous maintenant d'être dramatique? Ce ne sont que quelques paiements. Vous l'avez toujours fait. Un rire sec sortit de mes lèvres, sans aucun humour. Juste quelques paiements? Facile à dire quand on n'a jamais payé de facture de service public de sa vie. J'ai répondu, je ne suis pas dramatique. Je suis clair. Et tu ferais mieux de t'y habituer. Moins d'une minute plus tard, elle a répondu, tu es vraiment égoïste. Ne sois pas surpris si maman et papa ne te pardonnent pas. J'ai posé le téléphone. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas coupable. Je n'étais pas hanté par, et s'ils étaient contrariés, ni obsédé par le fait d'être une bonne fille. J'avais franchi la frontière entre être exploité et me défendre. Le lendemain, j'ai appelé la banque et demandé que mon nom soit retiré du compte joint utilisé pour l'hypothèque. J'ai également contacté les sociétés de services publics et annulé tous les paiements automobiles que je gérais secrètement depuis des années. J'ai supprimé les rappels de factures sur mon téléphone comme une petite cérémonie marquant la fin de mon rôle dans leur foyer. Ce soir-là, j'ai nettoyé mon petit appartement, écouté ma playlist préférée et me suis acheté un gâteau au chocolat, quelque chose que j'avais toujours aimé mais que je n'avais jamais acheté parce que l'argent devait toujours être consacré à des choses plus importantes. J'ai commencé à dormir profondément. Je me suis réveillé sans le choc d'une notification de paiement. Je suis allé travailler sans avoir l'impression de traîner 3 autres adultes sur mon dos. Je me suis même inscrit à un cours d'art en ligne, quelque chose dont je rêvais depuis des années, mais que j'ai toujours mis de côté parce que je n'avais pas le temps ou que je n'avais vraiment pas le droit d'être égoïste. Et alors que ma vie recommençait à respirer d'elle-même, les coups du passé se faisaient plus forts. Tôt la semaine suivante, ma mère, Denise, m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Un message est arrivé juste après,
Anna, nous devons parler. Ta sœur ne sait pas. Comment payer la facture Internet? Pouvez-vous aider? Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, un autre. Le téléphone fixe a été coupé. Elle dit qu'elle ne peut pas se connecter. Je ne sais pas quoi faire. J'ai lu le message, puis j'ai ouvert la bibliothèque et j'en ai sorti le vieux cahier dans lequel j'avais noté chaque mot de passe, calendrier de facturation et numéro de service client. Chaque fois que mes parents ne savaient pas quoi faire, ils m'appelaient. Chaque fois que Samantha oubliait un paiement, je m'en occupais. Cette fois, j'ai fermé le cahier et je l'ai remis en place. Je n'étais pas leur assistant. Je n'étais pas l'épine dorsale d'un système qui m'effaçait à la seconde où je cessais d'être utile. 3 jours plus tard, un autre message de Samantha arrivait dans ma boîte de réception. Vous vous moquez de moi en ce moment? L'électricité est sur le point d'être coupée. Allez-vous vraiment laisser cela arriver à notre famille? J'ai répondu avec une seule phrase, non, je laisse juste chacun assumer la responsabilité de ses propres choix. Silence. Je n'ai rien entendu pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'un matin, un appel arrive d'un numéro inattendu. Madame Lorraine, la voisine qui vivait à côté de mes parents depuis 20 ans. Ta mère m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui vendait des maisons. Je pense qu'il ne gère plus bien. Je l'ai remercié, puis j'ai raccroché. Je ne me sentais pas suffisant. Je n'ai pas souri, mais je n'ai pas pleuré non plus. Je me suis juste assis près de la fenêtre, regardant la lumière du soleil se répandre à travers les arbres devant, et j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas écrasé par le devoir ou la culpabilité. J'avais choisi de sortir du cycle et je n'y retournerai pas. Le premier message est arrivé lundi matin de quelqu'un auquel je ne m'attendais pas, Monsieur Walter, le voisin qui vivait à côté de mes parents depuis plus de 20 ans. Anna, est-ce que tes parents vont bien? Denise a demandé quel jour on était. Elle pensait s'être trompée de date, mais elle vient de recevoir une lettre de la banque. Il est clairement indiqué avis de forclusion. J'ai regardé l'écran. C'est ce qui s'est passé. Plus rapide que prévu. 4 semaines depuis que j'ai arrêté tout support. 4 semaines pour que la maison que j'empêchais autrefois de s'effondrer pour enfin commencer à s'effondrer. 1 heure plus tard, ma mère a appelé. Je ne l'ai pas fait. Un message suivi juste après la sonnerie, Anna, s'il te plaît. Nous avons vraiment besoin de vous en ce moment. C'est sérieux. Je l'ai lu, puis j'ai raccroché le téléphone comme si cela n'avait rien à voir avec moi. Mais en vérité, ma poitrine était toujours lourde. J'avais autrefois pensé que ce moment apporterait un sentiment tordu de satisfaction, mais ce n'était pas le cas. Seulement une fatigue creuse et douloureuse. Peut-être parce que j'étais trop habitué à nettoyer après les autres. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, pour la première fois depuis des semaines, Samantha s'est présentée à ma porte. Elle se tenait là, vêtue d'un sweat à capuche froissée, sans maquillage, tenant une pile de documents en désordre. Ses yeux trahissaient la panique. J'ai juste besoin de 5 minutes, dit-elle, essoufflée. Juste 5 minutes, Anna. J'ai croisé les bras, bloquant la porte. Pas une once de sympathie dans mes yeux. Vous êtes ici pour demander de l'argent? Pas d'argent, lâcha-t-elle, la voix tremblante. J'ai besoin de ton aide pour parler à la banque. Je ne comprends pas les termes qu'ils utilisent. Je suis dépassé. Et l'héritage que vous avez reçu? Ai-je demandé, mon ton aussi décontracté que celui d'un commentaire sur la météo. Elle baissa les yeux et marmonna, c'est lié à un portefeuille d'investissement. Si je me retire maintenant, il y a une pénalité. Je ne pensais pas que cela prendrait une tournure aussi rapide. J'ai haussé un sourcil. Pourtant vous avez tout signé sans hésitation. Je pensais que maman et papa avaient la situation sous contrôle. Ils ont dit que tout était prêt. Je ne pensais pas. Exactement. Tu n'as pas pensé, comme toujours, j'ai répondu. Samantha se tut. Je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi. C'est la leçon que vous devez apprendre. Tout le monde trébuche. Mais personne ne grandit si quelqu'un est toujours là pour l'attraper. Vous allez vraiment les laisser perdre la maison? Je ne laisse rien arriver. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils vivent avec. Je me suis détourné, laissant Samantha seule dans le couloir du bâtiment. 3 jours plus tard, j'ai croisé Ben, un ancien camarade de classe devenu agent immobilier, lors d'un événement de réseautage au centre artistique local.
J'étais sur le point de lui parler du projet photo sur lequel je travaillais quand il l'interrompit, les yeux écarquillés. « Et, la maison de tes parents est sur Vine Street ?» J'ai hoché la tête. Quelqu'un de mon équipe les a mentionnés. On dirait qu'ils cherchent à vendre de toute urgence. La vieille maison a besoin de travaux. Risque de saisie élevé. Est-ce que tu vas bien? J'ai fait un léger sourire. Je vais bien. Je suppose que non. Ben avait l'air de vouloir en dire plus, mais il a décidé de ne pas le faire. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai repéré un email provenant d'une organisation d'aide juridique auprès de laquelle j'étais bénévole à l'université. Ils recrutaient des mentors pour un nouveau programme aidant les personnes âgées à gérer leur dette immobilière. J'ai souri doucement. La vie avait une étrange façon de revenir en arrière. Je suis resté assis tranquillement pendant un long moment avant de lancer l'application. Ni pour mes parents, ni pour Samantha. Pour moi, celui qui avait enfin appris à lâcher prise. Je n'avais plus besoin de sauver la vieille maison. Mais si je pouvais utiliser ce que j'ai vécu pour empêcher quelqu'un d'autre de tomber dans le même cycle, cela en vaudrait la peine. Samedi après-midi, je venais de terminer un atelier de photographie et je suis rentré dans mon petit appartement tranquille en attendant rien de plus qu'une tasse de thé chaud et une soirée paisible. Mais alors que je suis entré dans le parking, j'ai vu une mini-fourgonnette argentée familière garée près de la porte. Il y a 4 ans, j'avais co-signé pour cette camionnette lorsque mon père, Richard, ne pouvait plus effectuer les paiements. Je lui ai transféré le titre l'année dernière comme un dernier geste de confiance. Maintenant, il restait là comme un amer rappel. Je suis sorti de ma voiture en marchant lentement. Mes parents attendaient près de l'entrée du bâtiment. Samantha se tenait un peu en retrait, serrant son sac à main, les yeux pleins d'inquiétude à peine dissimulée. Je n'ai rien dit. Je m'arrêtais à quelques pas, les bras croisés, attendant. Ma mère, Denise, a parlé la première. Sa voix tremblait. « Anna, je suis désolé que nous ayons dû venir ici, mais les choses sont devenues incontrôlables. La banque viendra réévaluer la propriété la semaine prochaine. » Continua mon père, d'une voix plus basse et plus lasse que je ne l'avais jamais entendue. « Nous avons commis une erreur. Je le sais, mais si la maison est prise, ta mère ne pourra pas s'en occuper. » Je le regardais droit dans les yeux, mon regard plus froid qu'il ne l'avait jamais été. « Alors pourquoi, en rédigeant le testament, avez-vous décidé que je ne valais pas la peine d'être inclus ?» Il baissa les yeux, ses doigts tripotant le bord de son manteau. « À l'époque, nous pensions que tout irait bien. Tu as toujours été fort. » Mais Samantha? Je l'ai interrompu. Échouer, se faire pardonner et hériter de tout? Je me suis tourné vers ma sœur. Elle pinça les lèvres, ne dit rien. Pas de déni, pas d'excuse. J'ai donné ma jeunesse, dis-je, ma voix calme mais chaque mot tranchant. Sans condition, et en échange, j'ai été ignoré. Et l'hypothèse qu'Anna s'en chargera. Je ne suis plus dans ce rôle. Les larmes de ma mère coulèrent. Nous ne savions pas que nous en arriverions là. Ne pouvez-vous pas aider juste un peu, juste pendant quelques mois, jusqu'à ce que les choses se stabilisent? Je secouai la tête, une brise dans ma poitrine balayant des années d'obligation. Je ne dis pas non parce que je ne peux pas aider. Je dis non parce que si je le fais, tout le monde recommencera à croire qu'il n'a jamais besoin de changer. Samantha parla finalement, sa voix petite et brisée. Je ne pensais pas que ça deviendrait si compliqué. Je pensais qu'il fallait juste du temps. Je ne pensais pas que tu partirais si vite. Je l'ai regardé. Pour la première fois depuis des semaines, je ne suis pas parti vite. J'ai prévenu. J'ai attendu. J'espérais. Mais notre famille a choisi de tout ignorer. Alors c'est vraiment la fin? Murmura ma mère, les larmes encore fraîches sur ses joues. Je l'ai regardé, la femme qui m'avait autrefois bercé pour m'endormir, à qui j'avais apporté des médicaments, emmené aux urgences et pour laquelle j'avais cuisiné après la retraite de mon père. Et j'ai vu plus clair que jamais. La frontière entre le sang et l'amour réel. Je n'ai pas fini ça, j'ai dit. Cela s'est terminé au moment où vous avez décidé qui méritait d'être nommé et qui ne le méritait pas. Personne n'a dit un mot. Le vent de la fin de l'automne sifflait à travers les arbres nus, apportant avec lui un froid qu'aucune veste ne pouvait réchauffer. Je suis monté sur le porche, j'ai sorti mes clés et j'ai déverrouillé la porte. Avant d'entrer, je me retournai une dernière fois. J'espère que vous trouverez un moyen, mais je ne suis plus la bouée de sauvetage de cette famille.
J'ai regardé Samantha et j'ai parlé lentement. Si vous voulez vraiment grandir, c'est votre chance. Je suis descendu du manège. Maintenant c'est votre tour. Je suis entré et j'ai fermé la porte derrière moi. Le bruit du vent dans le couloir couvrit leurs pas alors qu'ils partaient. Je me tenais tranquillement dans mon salon, la lumière du soleil de l'après-midi projetant un long faisceau sur le sol à travers la vitre. Pas de larmes, pas de chagrin, juste un silence paisible. Je pensais qu'après cette confrontation finale, ils se tairaient. J'avais espéré que la vérité les ferait réfléchir et reculer tranquillement par fierté, mais j'ai surestimé la conscience de soi des gens qui ont toujours vécu des autres. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message d'Olivia, une proche collègue du centre d'art. « Anna, es-tu sur Facebook ? Tu devrais consulter la page de ta mère. Elle publie des trucs incroyables. » Ma main tremblait légèrement pendant que je tapais Denise Boulanger dans la barre de recherche. Sa chronologie était remplie de messages émotionnels, de photos de fleurs et de citations inspirantes. Mais ce qui m'a fait geler, c'est un article remarquable avec une photo de notre ancienne maison en pièces jointes. C'est déchirant quand votre propre fille tourne le dos à sa famille, abandonnant ses parents malades et vieillissants, refusant de nous aider en cas de besoin après tout ce que nous avons sacrifié pour elle. Plus de 80 actions. Les commentaires étaient pleins de sympathie, de réconfort et de jugement pour l'enfant ingrat. Je me suis mordu la lèvre, en faisant défiler plus loin et j'ai vu un autre message. Celui-ci de mon père, Richard. Nous pensions qu'Anna était quelqu'un qui aimait sa famille, mais lorsque nous avions le plus besoin d'elle, elle s'éloignait sans un mot. La maison est sur le point d'être prise et elle fait comme si de rien n'était. Puis vint un post de Samantha, au ton clairement moqueur, certaines personnes ne sont gentilles que lorsqu'elles sont au-dessus de vous et regardent vers le bas. Mais lorsque leur famille leur demande de se retirer et d'aider, ils choisissent le silence. C'est la version actuelle du fort, je suppose. J'ai serré mon téléphone plus fort. Je n'étais pas en colère. Je n'ai même pas été choqué. J'étais fatigué. Lorsque la culpabilité n'a plus fonctionné sur moi, ils se sont tournés vers la honte publique. Mais ils ont oublié une chose, je ne me taisais plus. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à mon Facebook, que j'utilisais rarement. J'ai fait un seul post. Pas de couleur de fond, pas de design fantaisiste, mais chaque mot était clair comme la lumière du jour. Ma famille partage une histoire à sens unique. Donc pour être honnête, voici la vérité de mon côté. J'ai joint une photo du testament avec le nom de Samantha comme unique bénéficiaire. J'ai publié des instantanés des versements hypothécaires, des factures de services publics, des assurances, le tout sous mon nom. Ensuite, j'ai inclus le dernier SMS que j'ai reçu de ma mère demandant $2900 pour sauver la maison. J'ai terminé par une seule ligne, mon silence n'était pas un consentement. J'attendais juste le bon moment pour dire la vérité. Ce moment est maintenant. En moins de 10 minutes, le premier commentaire est apparu, « Anna, tu as sérieusement fait tout ça ? Je ne peux pas le croire. » Un vieil ami a commenté, « Vous êtes l'une des personnes les plus gentilles que je connaisse. Ne laissez personne vous en faire douter. » Puis, un par un, les gens ont commencé à partager la publication. Certains qui connaissaient mes parents sont intervenus, beaucoup exprimant leur surprise. J'ai toujours pensé que Samantha vivait de manière plutôt imprudente. Maintenant, cela a du sens. Personne ne devrait être exploité de la sorte, surtout pas par sa propre famille. Mon message s'est répandu rapidement. Non pas parce que c'était sensationnel, mais parce que c'était réel, c'était honnête et ça n'a pas hésité. 2 jours plus tard, ma mère a supprimé tous ses messages. Mon père a désactivé son compte. Samantha a changé sa photo de profil en une fleur en noir et blanc, le vague mouvement dramatique qu'elle faisait toujours lorsque les choses échappaient à son contrôle. Je n'ai pas répondu. Je n'ai rien posté d'autre. Je restais assis dans mon appartement, écoutant la pluie taper doucement sur la fenêtre. Pour la première fois, j'ai senti la justice de mon côté. Je n'avais pas besoin d'excuses. Je n'avais pas besoin qu'ils baissent la tête. J'avais juste besoin qu'ils s'arrêtent. Et il semblait qu'ils avaient finalement compris que je n'étais plus quelqu'un qu'ils pouvaient manipuler. Un seul message a suffi à mettre fin aux années où j'avais été contraint au silence. Et maintenant, j'écrivais le prochain chapitre, non pas sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie. Depuis ce jour où j'ai posté, je n'ai plus entendu un mot de maman, papa ou Samantha. Tout est devenu aussi calme qu'un lac oublié après une tempête. Mais pas le silence de l'attente. C'était le silence de l'acceptation.
Ils avaient perdu la seule personne qui revenait toujours après avoir tout cassé. J'étais le contraire. J'ai commencé à vivre. Chaque lundi matin, je me rendais au centre d'art pour donner mon premier cours de photographie aux lycéens. La façon dont leurs yeux se sont allumés en tenant un appareil photo pour la première fois, la façon dont ils ont vu le monde à travers un objectif, cela m'a rappelé que tout le monde ne voit pas la même chose. Parfois, il faut choisir son propre angle. Le soir, je suivais un cours de montage vidéo à temps partiel, une compétence que j'avais toujours rêvé d'apprendre mais que j'avais reportée parce que ma famille avait besoin de moi. Désormais, personne n'a besoin de moi. Et pour la première fois de ma vie, cela m'a semblé libérateur. J'ai commencé à faire des promenades le soir, sans hâte et sans souci. J'ai cuisiné le week-end, publié des photos sur Instagram sans craindre d'être traité de faux. Je me suis fait de nouveaux amis en classe, des gens qui ne me connaissaient pas comme celui qui unissait la famille. Et grâce à cela, j'ai finalement pu être juste moi-même. Pendant que j'apprenais à respirer, de l'autre côté de la ville, la maison du 218 M Street a commencé à apparaître sur les annonces immobilières. Un de mes amis, Marcus, maintenant agent immobilier, m'a envoyé un texto. Anna, la maison de tes parents est à vendre, pour 390 000 $, mais aucune offre. On dirait qu'ils n'ont pas pu réparer le toit ou le câblage défectueux. Je n'ai pas été surpris. Personne pour réparer la boîte à fusibles à minuit. Personne pour remplacer le chauffe-eau ou appeler le réparateur à temps. Plus moi. Cette maison avait survécu grâce à moi. Et maintenant, il reflétait la vérité, négligé, délabré et sans personne pour le maintenir debout. J'ai entendu une autre mise à jour de Lorraine, la voisine âgée. Elle a appelé juste pour vérifier, mais avant de raccrocher, elle a mentionné avec désinvolture, « Oh, et on dirait que Samantha est revenue vivre avec tes parents. » Je la vois souvent faire les courses. Elle n'a pas l'air très heureuse. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable et j'ai pris une gorgée de mon café encore chaud. Dans le passé, entendre quelque chose comme ça m'aurait fait serrer la poitrine d'inquiétude. Mais maintenant, j'ai simplement haussé les épaules. Peut-être que ce dont Samantha avait le plus besoin était de faire l'expérience de l'instabilité qu'elle ignorait si facilement. Je n'étais pas content qu'ils aient du mal. Je ne voulais tout simplement plus porter le poids de choix qui n'étaient pas les miens. Pour la première fois depuis 10 ans, mon compte d'épargne n'a cessé de croître. J'ai réservé un voyage d'automne à Seattle pour photographier les feuilles changeantes. J'ai déposé une caution pour un nouvel appareil photo semi-professionnel, ce que je considérais autrefois comme un luxe inutile. J'apprenais à prendre soin de moi comme je prenais autrefois soin de toute une famille. J'ai également recommencé à écrire, non pas des articles défensifs, mais un blog sur la rupture avec la dynamique familiale toxique. Certaines entrées ont été largement partagées. De nombreuses personnes m'ont envoyé des messages pour me remercier d'avoir dit ce qu'ils n'avaient jamais eu les mots pour exprimer. Et par un après-midi pluvieux, alors que je retouchais des photos dans mon café préféré, mon téléphone a sonné avec une notification provenant d'un site immobilier. Le prix a baissé de 30 000 $ sur la propriété située au 218 Elm. Propriétaire cherchant une vente urgente. J'ai regardé la photo de la maison, tuiles sombres, clôture pourrie, cadre de fenêtres écaillées. Il symbolisait le devoir, la pression et les attentes. Ce n'était plus qu'une maison attendant d'être sauvée. Et je n'étais plus le sauveur. J'ai appuyé sur « Masquer la notification », j'ai fermé mon téléphone et j'ai souri. Un doux sourire, plus léger que l'air, mais plus profond que n'importe quel soupir que j'avais avalé au fil des années. Je n'y avais plus ma place. Un début d'après-midi d'hiver, je me promenais autour de Liberty Lake avec mon nouvel appareil photo. La lumière dorée du crépuscule traversait les branches nues, projetant de doux rayons sur l'eau. Je me suis arrêté, j'ai levé mon appareil photo et j'ai capturé le cadre parfait. Un petit garçon court au loin, sa mère derrière lui, riant et criant. À ce moment-là, j'ai réalisé que certaines choses ne sont pas censées être conservées parce qu'elles n'ont jamais vraiment été les vôtres. Je croyais que la famille était quelque chose qu'on ne pouvait jamais perdre, que le sang était un lien indestructible. Mais maintenant, je sais que ce qui rend une famille réelle, ce n'est pas l'ADN. C'est du respect et de la gratitude. J'avais tout donné dans l'espoir d'être vu. Et en retour, je suis devenu le nom laissé de côté d'un testament, celui qu'on appelle dramatique pour refuser de porter plus longtemps les fardeaux des autres. Je n'étais plus en colère. Pas vraiment. Je venais de lâcher prise. Ils y vivaient toujours, dans cette vieille maison, aujourd'hui classée pour la 3e fois.
La rumeur disait que chaque fois que quelqu'un venait le voir, Samantha essayait d'agir comme un propriétaire responsable. Mais lorsqu'on lui posait des questions sur les dossiers d'entretien ou les factures de réparation, elle souriait simplement maladroitement. Parce que pendant toutes ces années, personne ne lui a jamais appris quoi faire. Je n'y suis jamais retourné. Pas une seule fois. Un jour, ma mère m'a envoyé une lettre manuscrite scellée dans une enveloppe bleue familière, avec une écriture que je connaissais par cœur. Elle écrivait sur ses nuits blanches, ne sachant par où commencer. Ton père n'est plus aussi fort qu'avant. À la fin, elle a écrit, je ne sais pas combien de temps il nous reste pour arranger les choses, mais si vous le souhaitez, je suis toujours là. J'ai plié la lettre. Je ne l'ai pas déchirée. Je n'ai pas répondu. Je l'ai placée dans le tiroir sous mon bureau, à côté de photos non développées et de brouillons à moitié terminés. Des choses qui ont nécessité du temps pour être comprises et acceptées. Je ne les détestais pas. Je n'avais tout simplement plus la force de continuer à me sacrifier sans être entendu. J'ai continué à travailler, à enseigner, à créer et à capturer. J'ai même organisé une petite exposition de photos dans le café d'un ami, présentant des images retraçant mon parcours vers la guérison. Tôt le matin dans le parc, lumière dorée dans les rues calmes, les mains maigres d'une femme âgée tenant une tasse chaude, une seule fleur tombée sur un trottoir craquelé. Une femme d'âge moyen s'est ensuite approchée de moi, m'a serré la main et m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais chacune de vos photos donne l'impression qu'elle parle au nom de quelqu'un qui est resté silencieux pendant longtemps. J'ai souri sans rien dire, parce qu'elle avait raison. J'avais passé ma vie à rester silencieuse pour la paix, pour le rôle de bonne fille, dans l'espoir que suffisamment de dons me gagneraient l'amour dont je rêvais. Mais maintenant, j'ai choisi un autre type de paix. Pas celle qui vient de l'approbation des autres, mais du choix final de moi-même. J'ai appris à m'aimer inconditionnellement. J'ai appris à dire non sans culpabilité. J'ai appris à laisser les autres faire face aux conséquences de leurs propres choix. Et surtout, j'ai appris à ne pas regarder en arrière. Ils sont toujours ma famille sur papier, en mémoire, mais ils ne sont plus au centre de chacune de mes décisions. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, s'il y aura des retrouvailles ou si les choses resteront telles qu'elles sont. Mais cela n'a plus d'importance car, au final, je comprends enfin, la famille, ce n'est pas seulement les personnes qui partagent votre nom de famille. La famille, ce sont les personnes qui apprécient votre présence, celles qui ne traitent pas votre gentillesse comme un devoir, celles qui vous font sentir vu et choisi. Et si aucun d'entre eux n'y arrive, ce n'est pas grave, parce que j'ai une famille, moi. Et je n'ai pas besoin de chercher ailleurs. Mon histoire n'est pas une tragédie. C'est un réveil. Autrefois, je croyais que l'amour et le sacrifice seraient toujours récompensés, que la famille était inébranlable. Mais la vérité est que personne ne mérite d'être pris pour acquis, pas même par son propre sang. J'ai appris à fixer des limites, à m'éloigner lorsque cela est nécessaire et à me choisir sans regret. Maintenant, je vis avec légèreté, liberté et paix. Non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que j'ai changé moi-même. Que pensez-vous de la décision d'Anna? Était-elle trop dure, ou était-ce le seul moyen de vraiment se protéger? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour des histoires plus sincères sur la vraie famille.